Le moteur de ma Honda Civic de 2003 toussa une dernière fois avant de s'éteindre sur le parking du dîner ouvert 24h24, où je travaillais en double poste depuis 3 mois. Mes mains tremblaient alors que je coupais le contact non pas à cause de l'air froid de novembre qui s'infiltrait par la vitre fissurée, mais à cause du poids écrasant de ma réalité. Ce tas de ferraille rouillée n'était pas juste mon moyen de transport, c'était mon foyer. Je tirai la fine couverture jusqu'à mon menton et tentai d'ignorer les regards jugeants des clients de nuit du dîner. Demain, c'était Thanksgiving, et je savais que je devrais faire face à ma famille. Cette pensée me nouait l'estomac bien plus que le goût du café rassis sur lequel je survivais. Marcus, chéri, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, m'avait dit ma sœur Rachel la semaine précédente, sa voix dégoulinant de cette familiarité mêlant pitié et supériorité. Dormir dans ta voiture? Quelle honte! Que vont penser les gens? Que vont penser les gens? Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que j'ajustais l'oreiller de fortune que j'avais fabriqué avec ma seule chemise propre. Il ne s'agissait pas de mon bien-être mais de l'image que ma situation renvoyait sur le nom de notre famille. Cette même famille qui m'avait tourné le dos quand j'avais perdu mon emploi d'ingénieur logiciel 2 ans plus tôt, lorsque la start-up dans laquelle j'avais mis tout mon cœur s'était effondrée du jour au lendemain. Tu aurais dû être plus responsable, m'avait sermonné oncle Pet lors du dîner familial de l'an dernier, son ventre débordant de son costume hors de prix. Tu aurais dû avoir un plan de secours. Tu aurais dû économiser davantage. Facile à dire pour un homme qui avait hérité de l'entreprise de construction de son père et qui n'avait jamais connu un seul jour d'incertitude réelle. Mais la honte est un puissant moteur, et j'avais canalisé la mienne vers quelque chose de productif. Chaque matin à 4 heures, je me réveillais dans cette voiture, me débarbouillais dans les toilettes du dîner, puis me rendais à mon boulot de jour dans un entrepôt. Chaque soir, je retournais au dîner pour mon service de nuit, servant du café aux insomniaques et aux chauffeurs de taxi. Et dans chaque instant libre, je codais. L'application que je développais n'était pas glamour, un simple système de gestion d'inventaire pour petites entreprises. Mais elle était à moi, construite avec la désespérance de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Je l'avais proposée à des dizaines d'entreprises, essuyé d'innombrables refus, et peaufiné jusqu'à en avoir les yeux brûlants à force de fixer l'écran fêlé de mon vieil ordinateur portable. Puis, un mardi matin de mars, tout changea. Monsieur Rodriguez? La voix à l'autre bout du fil était nette, professionnelle. Ici Jennifer est de TechFlow Solutions. Nous avons examiné votre candidature et nous sommes intéressés par l'achat de votre logiciel. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'elle poursuivait. Nous sommes prêts à vous offrir 2,8 millions de dollars pour les droits complets, plus un contrat de consultant à 200 000 dollars par an. Je restais assis dans ma voiture, sous le choc, écoutant les détails de l'offre. Quand je retrouvai enfin ma voix, elle sortit en un murmure. J'accepte. 6 mois plus tard, je me tenais devant la plus belle maison que j'ai jamais vue. Ce n'était pas un manoir, je n'en avais pas besoin. Mais elle était à moi. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, et un bureau où je pourrais travailler sur mon prochain projet. L'agent immobilier me tendit les clés avec un sourire chaleureux. Félicitations, monsieur Rodriguez. Bienvenue chez vous. Je traversai lentement chaque pièce, savourant le moment. Le parquet brillait sous la lumière de l'après-midi filtrée par les grandes fenêtres. La chambre principale avait un dressing plus grand que la voiture qui m'avait servi d'abri pendant 8 mois. Mais c'est le bureau qui me tira les larmes, un espace pour créer, pour bâtir quelque chose de significatif, sans la peur constante de savoir où je dormirais le soir. Ce soir-là, j'invitai ma famille à dîner. Je ne leur avais rien dit au sujet de la vente, de l'argent, de la maison. Je leur avais simplement dit que j'avais une nouvelle à partager. Rachel arriva la première, ses talons de marque claquant sur l'allée. Sa mâchoire se décrocha en voyant l'extérieur immaculé, la pelouse parfaitement taillée, le garage pour 2 voitures. Marcus? C'est à toi, tout ça? Je hochai la tête, incapable de contenir le sourire qui s'étalait sur mon visage. Entre. Je vais te faire visiter. Un par un, ils entrèrent, Rachel et son mari David, oncle Pet et tante Marie, ma cousine Jenny avec son air perpétuellement critique. Ils se déplacèrent dans la maison comme des touristes dans un musée, les yeux écarquillés, entre émerveillement et une pointe évidente d'envie. « Comment as-tu pu te payer tout ça ?» demanda oncle Pet, la voix serrée par l'incrédulité. Je leur ai parlé de l'application, de la vente, du contrat de consultant. J'ai observé leur visage se transformer à mesure que la réalité s'installait. Le neveu qu'ils avaient plaint, la honte familiale qui avait dormi dans sa voiture, était désormais plus à l'aise financièrement que tous réunis. C'est incroyable, Marcus,
s'extasia Rachel, son ton condescendant d'avant remplacé par un enthousiasme qui sonnait creux. Tu sais, David et moi avons quelques soucis avec notre appartement. Le loyer ne cesse d'augmenter, et avec la petite Emma qui entre à l'école. Elle laissa sa phrase en suspens, mais son intention était claire. Oncle Pet se racla la gorge. Tu sais, cette maison est quand même grande pour une seule personne. La famille devrait rester unie. Tante Marie acquiesça vivement. Oh oui, je pourrais t'aider à cuisiner et à faire le ménage. Ce serait comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. L'ironie ne m'échappa pas. Où était cet esprit de famille quand je me lavais les cheveux dans les toilettes de station-service? Où était cette solidarité quand je survivais grâce au menu à $1 et à la gentillesse de cuisinier qui me donnait des viennoiseries de la veille? Waouh, c'est parfait, s'exclama Rachel, sa voix atteignant une tonalité si aiguë qu'elle me fit grincer des dents. On emménage avec toi maintenant. Emma adorerait avoir sa propre chambre, et David pourrait enfin avoir le bureau dont il rêve. Le ton de sa voix était stupéfiant. Ce n'était pas une demande, ni même une suggestion, c'était une déclaration. Comme si mon succès était un bien commun, comme s'ils avaient un droit naturel sur les fruits de mon travail simplement parce que nous partagions le même ADN. Je regardais leur visage plein d'attente, la manière dont ils avaient déjà commencé à se répartir mentalement l'espace. Oncle Pet examinait le meuble TV, probablement en train de calculer comment son fauteuil immense pourrait s'y loger. Tante Marie scrutait la cuisine, sans doute déjà en train de planifier son coup d'état sur mes repas. Quelque chose de froid et tranchant se cristallisa en moi. Ce n'était pas une famille, c'était de l'opportunisme déguisé en lien du sang. Je souris, une expression qui me paraissait presque étrangère. Vous savez quoi? Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous, et on en reparle demain? Bien sûr, ils protestèrent. La voix de Rachel monta dans les aigus alors qu'elle insistait pour qu'ils commencent à déménager leurs affaires dès le week-end. Oncle Pet discourait sur les obligations familiales et la prospérité partagée. Mais moi, j'étais déjà en train de marcher vers la porte d'entrée, la main sur la poignée. Vraiment, je vous remercie d'être venu. Je vous appellerai bientôt. Il fallut 20 minutes de suggestions de plus en plus fermes avant qu'ils ne partent enfin, leur voix chargée de promesses de revenir dès le lendemain matin avec des cartons et des camions de déménagement. Je les observais à travers la fenêtre, alors que leur voiture disparaissait au bout de la rue, le cœur battant entre colère et un étrange soulagement. Puis je fis quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. Je fis le tour de la maison, méthodiquement, vérifiant chaque verrou de chaque porte et chaque fenêtre. J'activai le système de sécurité que j'avais fait installer la semaine précédente. Je tirai les rideaux. Puis je m'assis dans mon bureau, entouré du silence de mon propre espace, et j'éclatai de rire. D'abord un petit ricanement, puis un éclat plus profond, libérateur. Je riais de l'absurdité de tout ça, de leur audace sans vergogne, de leur incapacité totale à voir l'ironie de leur comportement. Je riais jusqu'à en avoir mal au ventre, jusqu'à ce que des larmes coulent sur mes joues, jusqu'à sentir en moi se briser quelque chose qui était resté trop longtemps enfermé. Le premier appel arriva à 7 heures le lendemain matin. Marcus, chéri, je suis dehors avec le camion de déménagement, mais ta porte a l'air verrouillée? La voix de Rachel était tendue, pleine d'incompréhension. Je laissai l'appel aller sur la messagerie. Le deuxième appel vint de David, 20 minutes plus tard. Et, mec, on est tous là dehors, mais on ne peut pas entrer. Tout va bien? Supprimé. La voix d'oncle Pet était tendue, à peine maîtrisée, au troisième appel. Marcus, c'est ridicule. Nous sommes de la famille. Ouvre la porte. À midi, mon téléphone affichait 50 appels manqués. 50 tentatives de franchir la forteresse que j'avais construite, pas seulement avec des serrures et des systèmes d'alarme, mais avec la détermination d'acier de quelqu'un qui avait appris la différence entre la solitude et l'isolement. Je m'étais installé dans mon bureau, travaillant sur mon prochain projet, une application de gestion de budget destinée aux personnes sortant de l'itinérance. L'ironie ne m'échappait pas dehors, j'entendais parfois une portière claquer, des bribes étouffées de disputes familiales sur mon allée. Mais à l'intérieur, il y avait la paix. Vers 14 heures, la sonnette retentit sans arrêt pendant 5 bonnes minutes. Puis vinrent les coups frappés à la porte. Marcus. La voix de Rachel était rauque maintenant, dénuée de toute douceur. C'est puéril. Nous sommes ta famille. Je mis mon casque anti-bruit et repris mon codage. Le siège dura 3 jours. 3 jours d'appels manqués, de messages vocaux en colère, et de membres de ma famille faisant des tours de garde sur ma pelouse, comme une étrange manifestation.
Oncle Pet laissa un message décousu sur l'ingratitude et les valeurs familiales. Tante Marie me traita d'égoïste. Ma cousine Jenny m'accusa d'être mentalement instable. Mais le message qui me brisa le cœur venait de ma nièce Emma, 8 ans, manifestement dirigée par sa mère. Tonton Marcus, maman dit que tu ne nous aimes plus. Pourquoi tu ne veux pas qu'on vive dans ta grande maison? Le 4e jour, les appels cessèrent. Le 5e jour, Rachel envoya un texto. Très bien. Si c'est comme ça que tu veux traiter ta famille, ne compte pas sur nous quand tu auras besoin de quelque chose. Je restai longtemps à fixer ce message, pensant à toutes les fois où j'avais eu besoin d'eux au cours des 2 dernières années. Quand j'avais perdu mon emploi, et qu'ils m'avaient fait la leçon sur la responsabilité. Quand j'avais été expulsée, et qu'ils m'avaient offert des critiques au lieu d'un canapé. Quand je dormais dans ma voiture, et qu'ils parlaient de honte au lieu d'offrir un abri. Je répondis simplement. Je ne compterai pas sur vous. Les mois qui suivirent furent empreints d'une paix que je n'avais jamais connue. Je me plongeai dans mon travail, développant des applications pour aider des personnes vivant des situations que je comprenais profondément. Je fis des dons anonymes à des refuges pour sans-abri et à des programmes de formation professionnelle. Je me fis de nouveaux amis, de vrais amis qui connaissaient mon histoire et respectaient mon parcours, pas mon compte en banque. Je renouai aussi avec de vieux amis qui m'avaient contacté après la diffusion de la nouvelle de mon succès dans les réseaux professionnels. Contrairement à ma famille, ils étaient sincèrement heureux pour moi. Ils me posaient des questions sur mon expérience, mes luttes, mon évolution. Ils voyaient la personne que j'étais devenue, pas une opportunité à exploiter. 6 mois plus tard, un magazine tech publia un article sur les entrepreneurs à succès ayant surmonté l'adversité. L'article incluait une photo de moi dans mon bureau, entouré des récompenses et distinctions obtenues après mon ascension. Mais ce dont j'étais le plus fier n'était pas visible sur la photo, c'était la paix dans mon regard, la sérénité d'un homme qui avait appris à faire la différence entre solitude et isolement, entre famille et opportunisme. Le lendemain de la publication de l'article, mon téléphone sonna. Le nom de Rachel s'afficha à l'écran. Pendant un instant, j'hésitais à répondre. Mais la curiosité l'emporta. Marcus? Sa voix avait changé, plus petite, incertaine. J'ai vu l'article. Je voulais m'excuser. Je l'écoutais bredouiller une tentative d'explication de leur comportement, une justification qui sonnait creux, même dans sa propre bouche. Elle parla de famille, de malentendus, de seconde chance. Je sais qu'on a mal géré les choses, dit-elle finalement. Mais on est toujours une famille. Ça devrait bien vouloir dire quelque chose. Je regardais autour de moi, dans ce bureau que j'avais construit à partir de rien, vers ce futur que je créais ligne de code après ligne de code. Je pensais aux mois passés dans ma voiture, à la honte qu'il m'avait fait ressentir, aux 50 appels manqués lorsqu'il voulait quelque chose de moi. Rachel, dis-je calmement, la famille, ce n'est pas une question d'ADN. C'est être présent quand quelqu'un a besoin de toi, pas quand toi tu as besoin de quelque chose de lui. Mais je ne suis plus en colère, poursuivis-je. Je suis reconnaissant. Vous m'avez appris une chose précieuse, la différence entre être seul et être solitaire. Vous m'avez montré que parfois, ceux qui partagent ton sang ne sont pas ceux qui comprennent ton cœur. Un long silence suivit de l'autre côté de la ligne. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, dis-je enfin. Mais tu ne le trouveras pas ici. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Dehors, le soleil se couchait sur le jardin que j'avais patiemment cultivé, une métaphore trop parfaite pour être ignorée. Au loin, j'entendais les rires d'enfants jouant au parc, le son d'une communauté qui m'avait accueilli, non pas pour ce que je pouvais leur donner, mais pour qui j'étais. Ce soir-là, je m'assis sur ma terrasse avec une tasse de café et mon ordinateur portable, travaillant sur mon dernier projet. Le code coulait comme de l'eau, chaque ligne était un petit acte de création, chaque fonction une brique dans la vie que je construisais, décision après décision. Mon téléphone resta silencieux, et pour la première fois depuis des années, ce silence fut un cadeau plutôt qu'un fardeau. J'avais appris la leçon la plus difficile de toutes. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire, c'est de fermer la porte et de la garder fermée. Pas par colère, ni par rancune, mais par le plus profond des respects envers soi-même. La voiture que j'avais autrefois appelée « maison » reposait maintenant dans mon garage, propre et entretenue, mais désormais inutile. Je la gardais comme un rappel, non de honte, mais de résilience. Non de l'échec, mais de la force nécessaire pour se reconstruire à partir de rien. Et dans le silence de cette soirée parfaite, entourée de tout ce que j'avais gagné et de tout ce que j'avais appris, je compris enfin ce que voulait vraiment dire « chez soi ». Il ne s'agissait pas de la taille de la maison, ni du nombre de fils dans les draps.
Il s'agissait de la paix intérieure qui vient avec la certitude que jamais plus je ne confondrai la pitié avec l'amour, ni les exigences avec la dévotion. J'avais trouvé mon foyer. Et cette fois, c'est moi qui tenais les clés.